vois, même comme on disait, le rapport à l'argent, si t'es une personnalité vraiment fermée dessus, tu veux pas savoir tes histoires de je veux pas parler d'argent. Tu vois, si on te demande une fois, deux fois ton salaire, trois fois, à chaque fois tu dis non, ils vont nous appeler les gens. Parce que les gens ils veulent savoir. J'ai pas envie de dire que c'est chaotique, mais je suis un peu un bug dans la matrice, tu vois. J'ai du mal à y croire carrément. C'est pas possible. Ici, tu peux avoir un salaire d'un demi-million par an, 500 000, tu peux gagner 500 000 dans ton petit job corporate et toujours être un peu en galère, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette Disneyland? C'est quoi cette histoire? Déjà, bienvenue au podcast. Bienvenue au studio. Plaisir, plaisir. Ça fait plaisir de te voir. Déjà, si tu peux, petite présentation. Yes. Alors moi, c'est Jocelyn, mais on m'appelle Joss. Ça fait à peu près 5 ans, un peu plus de 5 ans là que je suis à New York, / aux États-Unis. Je bosse dans la tech. On s'est rencontrés, toi et moi, il y a quelques années quand même. Là, je pense la première année que je suis arrivé d'ailleurs, via un ami qu'on avait en commun. Et ouais, super intéressante expérience pour moi. Je suis venu ici en visa. Une fois que j'ai eu mon visa, je suis passé à la green card il n'y a pas très longtemps. Et on va voir pour la citoyenneté. Je ne sais pas si je garde les options ouvertes. Je ne suis pas ultra chaud en ce moment, mais je garde les options ouvertes. Mais ouais, beaucoup de bénédictions, je pense. Je kiffe trop mon expérience aux États-Unis. Je ne me vois pas ailleurs pour l'instant. On peut parler un peu des motivations, etc. Mais on va laisser le flow de l'interview. Je ne vais pas trop en dire tout de suite. Pourquoi les États-Unis? Pourquoi New York? C'est un rêve de gosse? Et tu t'es juste dit, ouais, la tech, c'est les États-Unis, du coup, t'as pris chemin là, ou c'était déjà un rêve déjà depuis longtemps que toi, t'avais? Bah, rêve de gosse. New York, en fait. C'est pas les États-Unis, c'est vraiment New York, c'est vraiment les films. À mon avis, tout le monde, c'est un peu ça, tu vois, c'est le rêve d'enfant, en fait, tu vois. Moi, quand j'étais enfant, j'avais pas vraiment un rêve d'être pompier, etc. Moi, j'avais vraiment un rêve de pouvoir être émancipé, d'être un peu libre, tu vois. Genre, quand ma prof, elle me demandait ce que tu veux être plus tard, j'ai jamais vraiment dit je vais être un pompier, je vais être un astronaute. Ouais, ouais. Ce qui est ballot, mais ouais, pour moi, ça a toujours été un rêve de gosse de venir ici parce que j'étais un peu rêveur. Je regardais beaucoup les films américains, mais les films à gros budget, les Rush Hour, tous ces genres de films. Films d'action, etc. Et franchement, New York, ouais, ça a toujours été un rêve. Après, je ne l'ai pas planifié, tu vois, le départ. Enfin, dans le sens où, bien sûr, tu le planifies parce qu'il y a de la paperasse et parce que c'est un changement de vie énorme. Mais je me suis jamais dit, dans 5 ans, je suis à New York. Dans 2 ans, je suis à New York, tu vois. Ça a toujours été des opportunités qui se sont présentées et j'étais prêt à les saisir, tu vois. Ça a été ça pour moi, un peu le parcours qui m'a amené ici, mais que du bonheur. Après, je sais pas de quoi demain sera fait. Hein. Peut-être que tu vas me voir à Singapour, à Hong Kong, je sais pas. Ouais, Mais parce pour que l'instant, New York, c'est ma place. la tech, là en ce moment, c'est un peu comme la bulle d'Internet il y a quelques années. Tu es dans la tech, les portes, elles s'ouvrent. Ouais. Donc, c'est bien, c'est cool. Ouais, Singapour, ça me donne envie aussi en ce moment. Je te mens pas, il y a beaucoup d'endroits qui me tâtent. Tu sais, Singapour, là, c'est le Japon qui me tâte en ce moment. Yes. Mais tu parlais de film, c'est lequel le film qui t'a dit, où tu l'as regardé et ça t'a mis le rêve de New York? Ouah, bonne question. Franchement, il n'y a pas un film en particulier, mais je crois ce qui m'a vraiment conditionné, c'est comment ça s'appelle? Tu sais, la série télé là, qui passait sur la 2 le soir, là. C'était en mode enquête criminelle. Justice, je sais pas quoi. Ouais, Là. le truc, nous allons vous raconter l'histoire Ouais, des c'est crimes violents. Law and nanana. Justice. Ouais, voilà, Ouais. Law and Order, Ouais. mais en français, c'est... Bref, C'est la Law série and de ma Order. daronne en plus. Mais ça, c'est pareil, moi, c'est mes parents, ils regardaient ça tout le temps. Mais moi, je voyais New York, tu vois. Eh ouais, Après, moi, c'était les délires Sex and the City, tu vois, ouais. quand j'étais plus jeune. En fait, moi, c'est les séries qui m'ont conditionné. Après, les films, tu vois toujours New York, la grande Ouais, ville, ouais, les ouais, explosions. ouais, Mais moi, ouais. c'est les séries qui m'ont matrixé. Genre, Enquête criminelle, ça s'appelle exactement. Enquête criminelle. Sex and the City, parce que tu vois la vie, les petites meufs de New York, machin, Ouais. dans leurs petits trucs. Et je me dis, mais tu vois tellement cette ville dans les films que tu te dis que limite, tu t'idéalises la ville, tu dis que c'est pas réel, que c'est pas Ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais. Mais c'est réel, tu vois. Genre, maintenant, tu reconnais les rues dans Mhm. certains trucs, tu vois les films qui sont filmés dans des corners en ville, machin. Non, franchement, c'est les séries, moi, qui m'ont matrixé. Les séries, ouais. Moi, en vrai, moi, à la base, moi, je suis de Miami, donc New York, ça m'a jamais vraiment... Jusqu'à ce que je vienne, ça m'a jamais attiré plus que ça, New York. Ça n'a jamais été
jamais eu les étoiles dans les yeux avec New York, en vrai de vrai. Et du coup, là, depuis que tu es aux États-Unis, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la vie dans les séries? Oui, les rues sont les mêmes et tout ça, mais est-ce qu'il y a des choses que tu t'es. C'est quoi les points positifs et négatifs que tu as vus en arrivant et que tu vois encore aujourd'hui? En fait, déjà, moi, ma première fois vraiment à New York, je crois que c'est en 2014, je crois. Si je dis pas de bêtises, 2014, en mode vacances, tu vois. Et moi, je me dis, New York, à ce moment-là, c'est un peu un rêve. Quand tu arrives à New York, tu as la musique de Jay-Z dans tes oreilles. Ouais, Tu es ouais. dans ce délire-là. Et après, je me suis toujours dit que, tu vois, moi, ma grosse bénédiction, ça a été que j'ai des gens, en fait, qui étaient à New York, des gens de mon entourage, par rapport à mon réseau pro ou perso, qui vivaient ici, des Français, tu vois, qui se sont expatriés. Donc moi, j'ai toujours été un mec curieux des autres cultures et tout, donc je leur demandais un peu comment ça se passe. Donc moi, je viens ici pour la première fois. J'ai des gens qui peuvent, entre guillemets, me recevoir, dans le sens où ils peuvent me montrer un peu, me faire naviguer la ville. Et puis je me dis, tu sais quoi, New York, c'est dans un coin de ma tête, mais encore une fois, en 2014-2015, là, quand je visite pour la première fois, je me dis à aucun moment que je vais déménager ici, tu vois. Et en déménageant ici, en fait, je me suis dit que la grosse différence entre ce que j'avais en tête et ce que je vois dans la réalité, c'est des grosses différences culturelles qu'on a par rapport à la France. Après, c'est des choses qui peuvent aller un peu, tu vois, qui sont un peu profondes. Mais tu vois, il y a un côté classe sociale qui est différent ici, Hmm. on peut en parler. Il y a un côté un peu ségrégation slash ethnicité qui est très différent ici, comment ils l'approchent. On peut en parler aussi. Et un rapport avec l'argent aussi. Donc moi, c'est ces trois éléments, en fait, pour moi, qui ont été des grosses différences. Mais si tu additionnes le tout, si je vais refaire ce choix 1 million de fois, je reviendrai à New York 1 million de fois. Franchement, New York m'a émancipé, m'a permis de mieux me connaître moi en tant qu'individu, d'être beaucoup plus mature. En termes de carrière, ça a été le meilleur boost de carrière en l'espace de 5 ans. Là, en France, j'aurais pas pu atteindre ces niveaux, même en 15 ans, tu vois. Euh, que ce soit en termes de connaissances, tu sais, tu as un réseau ici, un certain réseau, et il y a le French privilege, tu vois. Hmm. Le fait d'être français, tu as des privilèges ici. Les gens sont plus intéressés est plus intéressant par rapport à toi. Tu peux avoir accès à plus de choses. Donc en fait, la ville m'a donné beaucoup. Et je sais que je suis venu ici dans une approche un peu de privilège, tu vois. Je suis venu en visa, je Oh. suis pas venu en illégal. Moi, je connais des gens qui sont venus ici en illégal, Ouais, des ouais, Français, tu fort, vois. fort, fort. Surtout là, ceux de Miami, là, non, je rigole. Là, c'est chaud, là. Surtout que maintenant, là, avec Trump, là, j'ai pas envie de commencer à trop parler. Mais Ah. ouais, non, je connais beaucoup de gens Hmm. qui sont venus ici, des Français, hein, tu vois, qui sont venus ici en illégal, en pirate, et qui font du mieux et qui ont une expérience différente. Tu vois, moi, j'ai jamais été stressé par ces Ouais, ouais, histoires-là. ouais, je vois. On va revenir d'abord un peu sur ta carrière, tes études, et on va revenir après sur New York, parce que c'est intéressant, parce que c'est des trucs de classe sociale et tout. Mm. Moi, je sais, je suis en plein dedans. Moi, je connais. Donc forcément, on va pouvoir en discuter un peu plus. Mais c'est quoi les études qu'il faut faire pour entrer dans la tech? Qu'est-ce que c'est qu'il faut faire? Franchement, je peux te donner une réponse un peu à des profils que moi, j'ai vus qui sont dedans. Après, si tu veux que je te parle de mon parcours scolaire à moi, mec, moi, j'ai pas envie de dire que c'est chaotique, mais je suis un peu un bug dans la matrice, tu vois. Mais je dirais les gens qui sont en tech, t'as un mélange, hein. T'as des gens qui sortent d'informatique. Ok? Généralement, eux, ils vont être un peu ingénieurs informatiques, ils vont avoir des parcours très techniques pour développer les logiciels, etc. Tu peux avoir des parcours qui sont un peu plus business, comme le mien. Donc, parcours business où tu vois, tu sais comment faire une stratégie, tu sais comment tu vas parler marketing, ces choses-là. Après, ce qui gagne beaucoup, c'est l'expérience, tu vois. Et on peut avoir plein d'autres rôles parce que tu vois, ces boîtes tech, elles recrutent aussi des avocats, elles recrutent aussi des gens qui sont en RP, relations presse, elles recrutent des gens à tout niveau, tout type de rôle. Mais ce que j'ai remarqué en termes d'expérience, plus que d'études dans le milieu de la tech, et c'est ce qui a été un vecteur pour moi un peu qui m'a aidé à venir, c'est que l'expérience prime. Ça veut dire que si tu as une expérience, une manière de te présenter, une manière de voir un peu les choses et de travailler, il y a un profil un peu, tu vois, typique de la tech. Ils appellent ça le smart creative. Voilà. Ok. En fait, c'est quelqu'un d'un peu geek, qui va être un peu geek, un peu technique dans ce qu'il fait,
mais qui a un côté un peu créatif et social. Donc en fait, c'est de pouvoir jumeler ce côté relation humaine et ce côté un peu smart. Et on peut en parler en détail, hein, tu vois, parce que par rapport à mes expériences, j'ai bossé chez Google, chez Microsoft, maintenant chez TikTok. Euh, et c'est un peu tous les mêmes profils quand ils font les entretiens d'embauche, en fait. Il y a un peu une sauce, une attitude à avoir qui est la même au milieu de la tech. Euh, mais ouais, si je réponds simplement à ta question, il n'y a pas de profil type, mais c'est plus sur ce qu'on appelle des soft skills, tu vois, des relations interpersonnelles, comment tu as les trucs au travail. Par contre, tu vois, si tu es cordonnier ou si tu es, admettons, comptable, on va pas te mettre sur un poste de marketing, tu vois. Oh, ouais. Donc, il y a quand même un truc qui doit faire sens en termes de diplôme, mais c'est pas aussi rigide que dans d'autres industries, tu vois. Et c'est un hub en fait, avec Exactement. plein de gens qui se rencontrent de plein d'expériences différentes. Du coup, toi, t'es passé par tout ce qui était marketing, business, c'est ça? Ouais, bah, moi, à savoir que rien ne m'a prédestiné à avoir un peu les parcours d'excellence. J'ai pas un parcours d'excellence, mais je suis arrivé où je suis arrivé. Donc, moi, j'ai un parcours business, donc comme tu l'as dit, un peu plus marketing. Euh, Moi, j'étais un peu en échec scolaire au lycée, tu vois. J'ai grandi à Chelles, une ville de l'Est de 77. Et voilà, fils d'immigrés classiques, qui va pas forcément prioriser l'école et qui va privilégier, tu vois, connecter avec les copains et tout. Euh, mais je dirais que là où ça s'est accéléré pour moi, c'était plus au lycée où j'ai un peu renversé la vapeur et j'ai un bac STG. Et je pense que je suis la seule personne des Français que je connais en tech qui ont fait le bac STG, tu vois. Après, j'ai fait un DUT en alternance parce que je voulais gagner de l'argent en tech de co. Donc, c'est marketing vente. Ok. Après, j'ai fait une licence pro, toujours en alternance, parce que les parents ne pouvaient pas supporter forcément autre chose. Et après, à partir de là, j'ai pris une année de césure pour préparer les concours d'entrée aux écoles de commerce pendant un an. Et après, j'ai fait les concours et j'ai atterri à l'ESCRN, où bah, pendant mes 4 ans d'expérience de travail, en fait, j'ai pu coffrer pour pouvoir me payer mon année d'école. Donc la première année, je l'ai fait où j'ai payé mon école parce que j'ai eu l'ESCRN. Et la deuxième année, j'ai changé d'école. J'ai été à Grenoble, école de management. Et là, c'était en alternance. Donc voilà. Donc j'ai juste payé une année de l'école parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre. Mais quand tu es dans le milieu de la tech, surtout dans les sphères dans là où je suis, tu vois, c'est des gens qui ont fait tu vois, HEC, ESCP, ESSEC, tu vois, tous ces parcours un peu prestigieux. Mais moi, c'est des parcours que je pouvais pas prétendre parce que j'avais pas forcément le niveau pour entrer ces écoles, tu vois, à l'époque. Et c'est dans ton alternance, quand tu pars à Grenoble, que tu rencontres quelqu'un en fait qui te parle de Google, où c'est vraiment du rien à voir. Mec, Un jour, tu t'es dit, vas-y, je vais chercher ce que je peux faire à New York. l'histoire, elle est tellement random, mon pote. Donc, ma première année à l'ESCRN, donc à l'époque, tu vois, j'ai déjà un peu travaillé et tout, j'ai un peu d'expérience, tu vois. Mhm. Il faut faire en fait un choix pour faire un échange à l'étranger, tu vois. Et moi, depuis, tu vois, je regarde les Netflix et je me renseigne sur plein de trucs. Je me dis, mais mon anglais, il faut qu'il soit impeccable. Et la chance que j'ai eue, c'est que l'école, le SRN, en fait, le parcours, il est bilingue. C'est-à-dire que c'est français-anglais et très international, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de classes qui sont en fait en anglais. Mais des classes marketing normales, au lieu d'être en français, en fait, c'est des classes en anglais. Et donc ça, déjà, ça m'a aidé à améliorer mon anglais. Et donc, quand ils m'ont demandé de choisir l'endroit, j'ai limite honte de le dire avec un peu de recul, mais au début, tu vois, j'aurais pu prétendre aller au Brésil, aller au Chili, aller en Chine. Et moi, en fait, j'ai choisi d'aller en Irlande parce que c'était le moins cher, parce que j'étais proche de la France. Ouais. Et je me suis dit, parle anglais, tu vois. Et j'ai choisi l'Irlande parce que c'était moins cher que le Royaume-Uni, tu vois. Et donc, je me suis dit, vas-y, fuck, j'y vais. Donc, je débarque, tu vois, en Irlande. Euh, et pendant que je suis en Irlande, en fait, je fais une major en système d'information, en IT. Ils appellent ça IT, Information System. Euh, Information System and Technology. Et en fait, à ce moment-là, il y a le film The Internship qui sort. Et c'est un film, en fait, je sais pas si tu te rappelles de ce film, mais c'est un film, en fait, en clair, qui montre l'expérience d'un stagiaire chez Google. En fait, ils ont fait un film sur Google. Qu'est-ce que c'est d'être stagiaire chez Google? Et j'ai vu ce film, je me suis pété le crâne, je me suis dit, mais cette boîte, c'est un truc de ouf, tu vois. Et je me suis dit,
entre guillemets par rapport à Augien, mais c'est impossible parce que vraiment ces boîtes-là, c'est les boîtes, c'est la crème de la crème. Ils payent bien, ils te traitent bien aussi, il y a de la liberté, tout est challenging, tu vois, t'apprends les choses. Et en fait, moi, ce qui m'a là ce qui m'a aidé à avoir en fait un pied à l'étrier chez Google, ce que j'ai fait, c'est que j'étais juste après cette expérience d'école, je devais trouver un stage. Et pendant que que je cherche un stage, en fait, j'étais déjà un peu dans ce qu'on appelle d'avoir une déterre, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très déterminé, je suis pas timide d'aller voir les gens et tout. Et en clair, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté tous les gens qui sont passés par mon école et qui avaient un job en fait chez Google. Et j'ai contacté peut-être, je crois, une dizaine de personnes. Et sur les 10, j'ai eu une réponse. Et cette personne qui s'appelle Amélie, je me rappelle d'elle. En clair, je lui ai pas parlé de mon projet, j'étais ultra déter. Et elle m'a en fait fait un référol, elle m'a référé pour pouvoir être stagiaire. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, mais c'est sûr qu'ils vont me rebuquer parce que pourquoi moi, tu vois. Et en clair, j'ai un premier call de ce qu'on appelle de screening avec le RH. Et en fait, après cette expérience à l'école, j'ai fait une césure de 6 mois en fait chez Google, tu vois. Parce que j'ai passé les entretiens et en clair, ils me disent, bah, c'est bon, on te prend, t'es à Dublin, tu vois. Ok. Et le fait que j'ai étudié en Irlande, je pense que ça m'a aidé un peu à connecter avec le gars au téléphone, tu vois. Ça a été peut-être un hasard, c'est peut-être voilà, pas le truc qui m'a donné Y a pas de l'expérience. hasard. Et en fait, à partir de là, une fois que j'ai le stage, moi, je me dis que je vais être là-bas et je vais être déter et que je vais, entre guillemets, tout niquer, tu vois. Je vais te parler comme je parle à des potes, tu vois. Ah, Je vais tout niquer dans le sens où j'étais ultra sérieux, j'ai eu une très, très bonne impression. Et donc, ce stage de 6 mois que j'ai eu chez Google m'a ouvert la porte à un autre stage de 6 mois chez Microsoft à Paris, tu vois. Et après cette expérience, en fait, je me suis dit, putain, c'est ouf, avec ces 2 noms sur le CV, tu vois, ça va être easy, tu vois. Et en clair, après mon expérience, euh, après ces 2 expériences, tu vois, j'ai eu une alternance pendant 1 an. Et entre-temps, Google m'avait demandé de rester en full-time, m'a proposé un CDI. Et je l'ai refusé pour finir mes études parce que, voilà, entre guillemets, enfant d'immigrés, les parents ils disent non, c'est mieux si tu finis les études, faut pas. Et même pour moi, de manière personnelle, c'était satisfaisant si je finissais et j'allais au bout. Donc j'ai fini mon année de césure et j'ai fini mes études. Et après, en fait, la boîte avec laquelle j'étais en alternance, elle m'a recruté. J'ai bossé avec eux pendant 4 ans à peu près. Et après, Google m'a encore recontacté en 2018. Je suis retourné en Irlande. Et après, en 2020, je suis resté 1 an et demi. Et après, en 2020, j'étais janvier 2020, je posais mes bagages à New York, quoi, après 2 petites années. Donc, si je pouvais, tu vois, la faire simple sur mon expérience, je pense que ça a été que des opportunités qui étaient devant moi, que j'ai pu vraiment prendre et saisir parce que j'étais prêt, parce que derrière, j'étais tellement déter sur le travail, j'étais tellement carré, tu vois, le truc de se dire que les enfants d'immigrés doivent bosser 2 fois plus que les autres. Moi, je l'ai pas vécu en victime, tu vois. Je l'ai vécu en mec déter, en mode je vais tout prendre, tu vois. ouais. Et jusqu'aujourd'hui, je suis très comme ça, entre guillemets, dans mon taf. J'ai une éthique de travail. J'envoie quand il faut envoyer. Mais il faut savoir profiter aussi. Mais Ouais. voilà. Un peu mon histoire, comment j'ai atterri à New York, quoi. Et quand tu arrives au Google de New York, parce qu'on y allait la dernière fois, tu m'as invité à lunch, 2 fois même, parce que la première fois, ça m'a pas suffi. Mais qu'est-ce que c'est que ce Disneyland? C'est quoi cette histoire? C'est que j'ai eu du mal à y croire carrément. C'est pas possible, ma foi. Qu'est-ce que. On est arrivé. Déjà, est-ce que le Google de Dublin, c'est le même que New York ou celui-là, c'est vraiment n'importe quoi? Les 2, c'est n'importe quoi, mec. Parce que celui de Dublin aussi, c'est n'importe quoi. Il y a une piscine, il y a une salle de sport. Alors que celui de New York, c'est du n'importe quoi parce qu'ils ont un bloc entier. Pour ceux qui habitent pas à New York ou qui habitent à New York, c'est une dinguerie. C'est comme si je vous dis qu'ils ont acheté une rue. Et la rue entière, en fait, c'est un building Google où le truc est gigantesque, en fait. C'est plus d'une rue même. Enfin, c'est Ouais, tout c'est un bloc, en fait. tout Ouais, ouais. un petit quartier, quoi. Ouais. Quand chez nous, on dit, ouais, je vais faire le tour du pâté de maison. Ouais, ben c'est ça. C'est Bah, le tout le pâté de maison, ils l'ont Ouais. acheté. Puis dedans, tu as tout ce que tu peux imaginer pour être allé au taf. Tu as les snacks, tu as la bouffe qui est incluse enfin, il y a des cafétérias. Et tu vois, pour aller encore plus loin, tu as un resto vegan où je t'ai amené d'ailleurs. Ouais. Il y a un resto chinois, il y a un barbecue, il y a
En plus de ça, tu as des petits endroits un peu interactifs où tu peux faire des Legos, ça te permet un peu de faire de la réflexion, des endroits pour faire des siestes, des endroits pour faire des massages, une salle de sport incluse. Enfin, tu as tout ce que tu peux imaginer Il y pour a, travailler dans les bonnes conditions. il y a des, il y Et a ne pas des... travailler aussi. Ouais, parce que en fait, moi je me rappelle déjà ce qui m'avait choqué, c'est qu'il y a une salle de jeu, déjà. On avait joué au truc du basket là. Et T'étais pas mal d'ailleurs. Tu vois, ton shoot, il était bien, tu ouais, vois. tu Ça m'a, connais, ça m'a... c'est... J'avais pas misé sur toi, mais tu mettais des bons paniers quand En même. plus, la vérité, je suis bon que au tir, moi, au basket. Le reste, je suis un concombre. Oublie, me mets pas sur un terrain de basket, tu vas rigoler. Et, et j'ai vu quoi? Vous aviez toutes les consoles de jeux vidéo. Carrément, il y avait la Super NES, la Sega, PlayStation 1, 2, 3, des PC. Et il y avait des trucs. En fait, toi, c'était un peu ouais, c'est une vraie salle d'arcade. Je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas travailler là-dedans. Il y a des gens qui jouent à Call of Duty là. Pareil, les siestes, il y a des endroits pour siester partout. Partout. On marchait dans les locaux, il y avait des endroits où les gens ils pouvaient se poser, Mm. siester. Il y a des mini-salles, des sortes de petits studios, tu peux y aller tranquille. Passer, tu veux voir personne, tu te mets dans ton petit studio avec ton petit ordinateur. C'est des studios pour genre une personne, des sortes de petits. Franchement, moi j'ai été choqué. Le rooftop avec la vue sur la ville. Ouais, elle est pas mal, la vue. Mais justement, il y a un truc qui m'a pas plu. En fait, c'est la vie en corporate. Mm. Les gens, ils s'évitent, ils se regardent pas dans les yeux. Faut faire attention. Tu vois, il y avait des filles sympas, mais tu peux pas aller. Tu vois, on On peut parle. parler de ça. Non, mais non, C'est mais vrai, hein, c'est vrai. en fait, ça me fait réagir ce que tu dis parce qu'il y a deux choses en fait que j'ai envie de souligner. La première, tous ces avantages, ils sont possibles aux États-Unis, mais ce serait pas possible en France. Parce qu'en France, on est des abuseurs. En France, nous, c'est la carotte et le bâton, tu vois. Mhm. Et je dis pas que c'est normal, hein, parce que moi, je pense qu'il faut pas infantiliser les gens. Et en France, dans le milieu de l'entreprise, on infantilise beaucoup, tu vois. Aux États-Unis, de culture, eh ben, on te traite comme un adulte. Mais là, à Google, en fait, c'est encore plus, ou dans le milieu de la tech généralement, c'est encore plus le cas, en fait. Et quand on dit qu'on te traite comme un adulte, c'est qu'on te donne tout ce qu'on va te donner, tu vois, en avantage. Par contre, on va parler sur les résultats, tu vois. On s'en fout si tu es venu tous les jours au travail ou si tu as taffé de la maison pendant quelques jours, on s'en fout de ça, tu vois. C'est en mode, est-ce que les résultats sont là, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu sur la manière qu'il y a d'avoir cette culture corporate. La deuxième chose, moi, qui me fait réagir par rapport à ce que tu as dit, en fait, c'est la culture corporate. Culturellement, les États-Unis, ils sont un peu coincés du cul, tu vois, au taf. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, tu vois, ça fait 5 ans que je suis là. Quand je rentre en France, que je vais dans les bureaux des boîtes avec lesquelles je bosse et que je vais en France, je me dis, putain, mais les trucs qu'ils disent au bureau, là, aux États-Unis, t'as un KRH et t'es viré, tu vois. Ouais. Les blagues un peu. Tu connais comment c'est au bureau, les blagues un peu cheloues, machin. Partout. Mais Ouais. tu vois comment on est en France, Ouais. dans le truc de bureau, les gens vont faire des blagues, machin. Aux États-Unis, c'est pas comme ça, en fait. Aux États-Unis, on veut pas que tu sois toi-même, on veut que tu sois cette manière un peu. T'es un employé. Voilà, t'es un employé, mais tu sais, tout est bien poli, tout est bien. Ouais. Faut pas aller au-delà, faut pas être controverse. Tu vois, faut pas aller dans la controverse. En France, on s'en fout, on va dire un peu ton opinion, machin. Ah, mais aux États-Unis, oublie ça. C'est-à-dire que la manière dont tu vas parler à une collègue, ou si tu es un peu en train d'essayer de la parler de manière un peu, voilà, Mm. de la gérer, machin, ça passe pas du tout. Et c'est pas culturellement ce qu'on fait là-bas. Donc, il Bah, faut faire attention. Et moi, tu vois, c'est des trucs qu'on développe en France, parce que moi, j'ai toujours été un peu dans un milieu où j'ai dû faire ce qu'on appelle le code switch. Ils appellent ça le code switch, ou en France, on appelle ça faire le bounty, tu vois. En clair, à un moment donné, tu es dans un endroit où il y a certains codes, et ces codes, il faut que tu les appliques pour pouvoir survivre dans l'environnement social dans lequel tu es. Aux États-Unis, comme moi, il y avait la barrière de la langue et la barrière culturelle. Tu vois, moi, je faisais pas de vagues, beaucoup d'observations. Tu vois, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est moins OK. Tu poses des questions. Les gens te donnent un pass parce que tu es étranger. C'est-à-dire que même si je fais une bêtise ou je fais une remarque un peu qui arrive pas comme ça devrait arriver, on va toujours me dire « Ah, OK, les Français, ils comprennent pas, machin ». Mais à un moment donné, tu vois, il y a ce truc de il faut apprendre dans quel environnement tu es pour pouvoir bien t'y associer avant que tu puisses être toi-même à 100%. Tu peux pas arriver, mettre des chassés dans les portes et dire c'est comme ça ça marche. Ça va pas marcher du tout aux États-Unis, pas du tout. c'est même. Après, c'est un peu de la sociologie, en fait, la différence entre les anglo-saxons et les latins.
Non, moi d'ailleurs, c'est le côté culturel. Ça a été quelque chose que j'en ai pas uniquement eu l'expérience par rapport à mon vécu ici ou dans d'autres pays que j'ai Mhm. visités. Mais tu vois, j'ai lu quelques bouquins sur le sujet. D'ailleurs, je recommande énormément de lire un bouquin qui s'appelle les 7 dimensions culturelles, qui est un bouquin en fait qui t'explique un peu comment on peut comparer des cultures, pas pour dire qu'une est meilleure que l'autre, mais pour en fait, c'est un sociologue qui a mis en place, entre guillemets, 7 dimensions culturelles que tous les pays ont. Et il y a un genre de curseur sur chacune de ces 7 dimensions. Et en fait, par rapport à ça, tu comprends en fait ce qui est OK, pas OK, les étiquettes dans un pays, etc. Donc en fait, je te rejoins un peu sur le côté, dans ce que tu dis. Il y a une dimension culturelle, ce qui est OK, pas OK entre deux pays, c'est ouf. Mais tu vois, c'est même étudié. Et c'est même un truc que moi, personnellement, tu vois, j'ai beaucoup fait et que ça m'a aidé dans le business et en tech, tu vois. C'est-à-dire que la manière dont tu crées des relations aux États-Unis, c'est pas la même manière dont tu vas créer des relations avec un Chinois. C'est pas la même manière dont tu vas créer des relations avec un Français. Et c'est intéressant de lire un peu la littérature sur le sujet. Après, tu vois, la littérature de aller parler aux gens, c'est bien aussi, tu vois, parce que du coup, tu sens les choses un peu de Et manière ouais, différente. Tu et ouais. Encore une fois, moi je suis dans le contact avec les gens vois. tout Ouais, le en temps, plus, donc toi, tu as toujours été dans la relation dans le interpersonnelle, relationnel, tout c'est ça, ça. et bah, tu vois, les jours où tu es mauvais dans le relationnel, bah, tu fais moins de chiffre d'affaires, mec. Donc, C'est toi, ça. tu es obligé d'être bon dans le T'es relationnel. obligé. T'es Et... obligé d'être un caméléon. Mm, mm, Et en mm. plus, moi je suis Gémeaux, donc c'est parfait, tu vois. Ah Moi bah, je suis Gémeaux aussi, Ouais, mon ouais. frérot, hein. Team Gémeaux ici, Ah, hein. tu connais la team Gemini. Mais Mais ouais, du coup, c'est un plus, tu vois. Il y a aussi, je pense, un type de personnalité à avoir quand tu viens aux États-Unis. Pas forcément, pas forcément. Je pense qu'il y a des personnalités qui clashent un peu plus parce que, tu vois, même comme on disait, le rapport à l'argent, si tu une personnalité vraiment fermée dessus, ou tu veux pas t'ouvrir, une personnalité fermée, ici, on veut pas savoir tes histoires de je veux pas parler d'argent. Tu vois, si on te demande une fois, deux fois ton salaire, trois fois, à chaque fois tu dis non, ils vont te zapper les gens. Parce que les gens, ils veulent savoir. Ils veulent savoir. C'est un je pense qu'aux États-Unis, des sujets de conversation les plus employés avec des gens, l'argent s'en fait partie. Alors qu'en France, c'est le dernier des derniers. Tu vois, on parle pas d'argent en France. On veut pas en veut. ouais, Je dis pas, en vrai, c'est même pas de la jalousie forcément. Au début, je pensais que c'était de la jalousie, mais c'est juste que les Français en général, ils sont très, comment tu dis, très, c'est pas humble. Hein. Ils sont pas, c'est pas être humble. on est un peu fermé sur le sujet Ouais, de l'argent. On ouais, est, on est proche de ses sous, entre guillemets, ouais. parce qu'on ne veut pas montrer son succès. Mhm. Moi, j'ai une petite théorie sur ça. En fait, c'est qu'aux États-Unis, la manière d'approcher les relations interpersonnelles aux États-Unis, il y a il y a du contexte qui est un peu latent, entre guillemets, du contexte qui est sous-jacent à comment tu t'habilles, à ce que tu déclares. Et il y a un contexte qui est un peu plus deep par rapport à comment eux ils te perçoivent. Tu vois. Et en clair, les États-Unis, c'est un pays où on aime bien te mettre dans une boîte, on aime bien te mettre dans une catégorie. Et c'est pas un pays où quand tu parles, il y a que du flow, tu vois. C'est un pays où on veut rapidement savoir si tu vois, t'es qui, mais en mode t'es dangereux, pas dangereux, t'es un gars avec qui je dois avoir un intérêt, pas d'intérêt. Et c'est triste, hein, mais c'est comme ça qu'ils font. Ça veut dire Mhm. qu'en fait, un marqueur social ici, c'est ton salaire, c'est ton statut, c'est ton background culturel, c'est tes études, c'est tes activités. Pardon. Et en France, c'est moins ça. Tu vois. Et je peux donner un exemple de, je sais pas, par exemple, le milieu du dating, tu vois. Genre parler à des filles ou apprendre à connaître une fille. En France, je peux partir dans, je sais pas, 3 4 rendez-vous avec la fille et c'est pas forcément ce que je fais dans les détails. Euh, Parce qu'on va accrocher sur d'autres choses, tu vois, sur les passions, des idées, sur des valeurs, sur ce genre de choses. Aux États-Unis, au bout des 5 premières minutes, euh, la personne va me demander c'est quoi mon job, la personne va me demander euh, un peu où j'habite pour savoir un peu c'est quoi le lifestyle, tu vois. Mhm, mhm, mhm. Parce que c'est comme ça en fait ici. Ouais, ouais. Et après, soit tu peux faire le mec qui chiale et qui est en mode non, mais c'est pas comme ça en France. Moi, je veux un truc, je veux la magie, je veux le roman. Mais après, tu vois, aux États-Unis, ils sont C'est pas des get latins. money en mode, Ouais. ils ont le drive en fait ici. Ouais, Ils n'ont ouais. pas trop le temps pour ça. Mais en fait, ici, c'est une norme d'être comme ça. Ça veut dire que moi, je mettrai jamais un jugement de valeur. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que moi, je suis OK d'être dans cet environnement ou pas. Moi, tu vois, je suis plutôt OK, tu vois.
Parce que c'est aussi une culture où tu peux avoir le choix de dire je suis pas confortable de te donner cette info tout de suite, ou t'en fais pas, ou tu vas donner un marqueur social différent. Tu vois. Mais en clair, j'encouragerais vraiment tout le monde à voyager et à voir un peu ce qui est différent. En fait, c'est ça l'histoire. Tu vois. C'est que culturellement, en fait, c'est juste ça t'apporte d'être dans des us et coutumes qui soient différents. Je vais passer sur ça parce que tu me disais faire du business avec les Américains, c'est pas pareil que faire du business avec les Chinois. Là, du coup, tu es avec mes cousins éloignés. TikTok. Tac. Déjà, premièrement, qu'est-ce qui t'a poussé à partir de Google où on a dit c'était un festival de tout et n'importe quoi. Bon, c'est quand même c'est charbon. Hein. C'est quand même charbon. Faut pas que les gens disent que c'est les Ouais. vacances. Bon. C'est un peu les vacances, mais faut quand même prouver. Faut prouver. On l'a dit, faut prouver. Les États-Unis, c'est des chiffres. T'étais bien à Google. Ça fait des années que t'es là-bas. T'es bien vu. Ah ouais, avant de parler de Google, je voulais savoir un autre truc aussi. Parce que je sais qu'une fois, tu m'avais dit, il y a des gens qui sont là-bas depuis longtemps, d'ancienneté, qui sont un peu hauts dans Google, et ils ont des salaires extravagants, c'est ça? En fait, les États-Unis, ça m'a fait comprendre aussi une chose, c'est que ici, tu peux bosser dans une boîte et être millionnaire. Mec, tu peux être dans le corporate et être millionnaire. Et en clair, moi, ce qui m'a le plus traumatisé, c'est certains salaires des mecs qui sont un peu hauts dans la boîte, qui ont des stocks, qui ont plusieurs millions de dollars de stocks par an, tu vois. Donc, le mec, c'est un employé et multimillionnaire. Parce que, bah voilà, les stocks, machin. Mais après, il y a le côté aussi New York, les salaires sont plus élevés et tout. Mais moi, je me suis toujours dit, ce chiffre, le million, c'est un truc inatteignable. Je suis vraiment pas millionnaire. Vraiment pas millionnaire. Mais en tout cas, New York, c'est une ville qui te fait baigner dans ce truc où, je crois, il y avait une statistique, un habitant sur 8 ou un truc comme ça, il est millionnaire dans Manhattan. Je crois que c'était ça la statistique. Donc, ça veut dire que tu as des millionnaires partout dans cette ville, tu vois. C'est la ville avec le plus de millionnaires au monde. Il y a énormément de millionnaires dans cette ville. Et elle est pas immense non plus, cette ville. Parce que, tu vois, tout est concentré, entre guillemets, sur Manhattan. Après, bon, dans le Michigan, dans le Connecticut, il y a des poches où il y a des mecs qui ont beaucoup de thunes, là, les mecs des VC, etc. Mais tu vois, New York, c'est une ville où l'argent, c'est fluide ici. En fait, c'est ultra chelou de dire ça, mais en venant à New York, je me suis rendu compte que l'argent, c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc ça, c'est tout le monde qui le dit. Mais il y a un côté fluide à l'argent à New York. C'est-à-dire que ici, tu vois, la valeur $1 à New York, c'est pas la même que $1 à Miami, c'est pas la même que $1 en Californie, c'est pas la même qu'un dollar dans l'Ohio. C'est-à-dire qu'ici, tu peux avoir un salaire d'un demi-million par an, 500 000, tu peux gagner 500 000 par an dans ton petit job corporate et toujours être un peu en galère, tu vois. Et c'est chelou de dire ça. Ouais. Ultra chelou de dire ça. Parce qu'en fait, ici, dans le haut et dans le bas, c'est illimité. Et c'est un concept un peu bizarre, en fait. Mais ce qui est intéressant avec ce concept, c'est que du coup, tu es beaucoup plus intentionnel sur comment tu dépenses ton argent, comment tu peux sauver dans les taxes, dans les impôts, comment tu peux faire travailler ton argent pour toi. Parce qu'il y a aussi le côté éducation financière aux États-Unis qui est immense, tu vois. Immense ce truc-là ici. Tu vois, ici, moi, j'ai le cerveau d'un comptable, limite ici, un peu, tu vois, j'essaie tu vois, de tout bien organiser. Mais tu es obligé, en fait. Parce que ici, c'est comme ça la règle. Donc, en fait, pour répondre à ta question, j'ai vu, je crois, le plus gros salaire que j'ai vu voir, c'était quelqu'un qui touchait... Enfin, que j'ai pu voir en mode interpersonnel. C'est pas des gens que j'ai entendus. Parce que, tu vois, le CEO, par exemple, il est multimillionnaire, machin. Mais des gens avec qui j'ai pu interagir, qui avaient genre 20 ans de boîte, ils doivent tourner peut-être à 3-4 millions de stocks, peut-être, tu vois. C'est des mecs qui ont fini le jeu, tu vois, entre guillemets. Mais non, en fait, le jeu, il fait que de commencer. Parce que, tu vois, le mec qui a 4 millions, il en veut 40. Et le mec qui en a 40, il en veut 400. Et en fait, ça se finit jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut être intentionnel. Quelle vie tu veux parce qu'il y en a, ils peuvent avoir fini le jeu, tu vois. Je le vois des fois, même à mon échelle. Tu vois, comme tu disais, moi, c'est un New-Yorkais, un poteau à nous, c'est Ivan. Mais il m'a mis dans ces trucs-là. Moi, j'y connaissais rien du tout. Moi, les stocks, la crypto, tous ces trucs-là, j'y connaissais rien il y a quelques années. Moi, compte bancaire, tu sais, un peu comme mon daron, que du cash. Un compte bancaire avec juste assez pour cash payer. Sous le matelas. Voilà, c'est ça, tu vois, genre c'est un compte bancaire avec assez pour payer le téléphone et l'électricité, et tout était payé en cash, le cash chez moi. Je suis survécu comme ça, tu vois.
Et j'ai un pote, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ce cash? Vas-y, achète des trucs qui vont te rapporter. Et j'ai lu maintenant pas mal de livres sur la finance. Mais c'est vrai qu'ici, tu baignes tellement dedans. Tu vois des gens, comme j'ai vu des commis, des gens qui nettoyaient des tables, passer de 1200 non, 800 par semaine, c'était 1500 toutes les 2 semaines, ouais, 600, entre 600 et 800 par semaine, à 17 millions. Parce que le mec, petit chicanos, il a pris son paycheck de 2 semaines, c'était 1750 $, et il l'a jeté sur le Shiba Inu. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'on l'a poussé à le faire, et qu'il a fait 17 millions, disparu. Bon, après, encore une fois, quand tu gagnes de l'argent aussi vite que ça, que tu n'as pas justement cette éducation financière, je le connais, je lui parle plus, je le connais plus, parce que bien sûr, quand tu as fait ton. Mais je peux te parler aujourd'hui qu'il a plus rien. Mais parce que Ah c'est. putain. Bah, c'est sûr. C'est en fait, l'argent, il faut l'éducation qui va avec. L'argent, les gens, ils en parlent pas assez, mais l'argent, comme. En fait, l'argent, je me suis rendu compte qu'il y avait c'est une énergie avec la même règle pour tout le monde. Il y a une seule règle à l'argent. Ça veut dire, il y en a plusieurs, mais en gros, s'il y a sur les 5 règles, on va dire, sur l'argent, qui tournent autour de l'argent, elles sont pas modifiables. Tu vois, c'est Dieu, c'est pas modifiable. Elles sont comme ça, les règles. C'est pas genre, t'as fait une bêtise, ah, c'est pas grave, t'as fait un graffiti, tu vas nettoyer, ça va aller. Non. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont nés très très pauvres et qui deviennent très très riches, et qu'il y a des gens très très riches qui meurent très très pauvres. Parce qu'il y a qu'une seule, il y a que 5, il y a 3-4 règles à l'argent, que si tu les suis bien, tu peux devenir l'homme le plus riche du monde. Et si tu les suis mal, tu peux devenir l'homme le plus pauvre du monde. Tu vois? Et je m'en suis rendu compte ici aux États-Unis. Les gens, ils sont pas dans le. Ils ont une connaissance des finances. Ils n'ont pas fait d'études pour les finances. C'est de père en fils, c'est d'ami en ami, de cousin en cousin. Moi, ça me motive grave. Ça me motive grave. Ça me motive énormément. Tu vois? Mais bref, passons à ton passage justement à TikTok chez mes cousins éloignés. Ouais, bah, ça fait un peu plus d'un an là que je bosse chez TikTok. Moi, ça a été simple, hein, la raison pour laquelle j'ai. Dis-le, allez. Non, 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 la raison pour laquelle j'ai parti, c'était juste parce que, voilà, meilleur salaire et un meilleur poste. Après, au bout d'un moment, tu vois, moi, j'aurais toujours de la gratitude pour Google en tant que boîte. J'ai fait 7 ans là-bas. Euh, et en clair, Google, c'est une boîte qui m'a apporté ce visa aux États-Unis. C'est la boîte qui m'a sponsorisé ce visa. C'est la boîte qui m'a sponsorisé ma green card. Tu vois, tu vois, le Graal, tu vois, la green card, quand même, c'est, tu vois, tu sues une fois que tu l'as, Ouais. tu es content, tu vois. Une fois que j'ai la green card, en fait, je me dis, Joss, tu as 2 options. Soit tu continues de charbonner à Google et tu vois, là, niveau promo, comment ça peut faire, ou soit tu vas ailleurs. Parce que maintenant que j'ai la green card, en fait, je peux changer de boîte parce que les gens, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que quand tu as un visa, eh ben, tu es attaché, en fait, à la boîte qui te fait le sponsoring. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas quitter Google, en fait. C'est une bonne prison, quand même. Mais en clair, Ouais. si une autre boîte me faisait une meilleure offre, bah, je ne pouvais pas quitter parce que mon visa était attaché à la boîte. Une fois que j'ai la green card, bah, mec, tu sais quoi, je commence à regarder à gauche, à droite. Puis TikTok, plus petite structure, c'est un peu plus décrié, c'est un peu plus, tu vois, il y a un peu plus de choses à faire, tu vois. Parce que Google aussi, le moment où je quitte Google, tu vois, on me fait comprendre un peu que les opportunités pour évoluer, c'est un peu bouché à cause de la conjoncture économique. Et moi, je vois TikTok un peu comme la prochaine étape. Et je me dis, tu vois, si je suis une brêle et qu'ils me virent, bah voilà, je me débrouillerai parce que avec la green card, bah, tu peux rebondir, tu vois. Donc, un peu plus d'un an que je suis chez TikTok. C'est pas du tout la même culture que chez Google. Les gens bossent un peu, c'est un peu plus intense, je dirais, mais je kiffe encore plus parce que les projets sont ultra intéressants. Tu as beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de choses à faire. Mais tu vois, on est les suiveurs, tu vois, on n'est pas les leaders, tu vois. Donc c'est intéressant parce que tu dois faire en sorte de pouvoir doubler les Google, les Facebook, les Amazon, tous ces gens-là. T'es l'underdog. Exactement. Et en plus de ça, tu vois, c'est très décrié partout dans le monde. Tu vois, là, il y a un ban aux États-Unis, il y a eu un ban au Canada, il y a un ban en Inde. Mais c'est quoi Là, cette l'Europe, histoire de machin. ban? Je
suis sous NDA, comme on dit. Je peux pas te dire Ok. grand-chose parce que je suis un peu... ouais, je suis pas impliqué directement, mais indirectement avec mon taf, tu vois, je suis un peu dans ces sphères. Parce que c'est un peu le curriculum, tu vois, dans ma Ouais. spécialité. Donc, je vais pas pouvoir dire de détails, à part ce qui est dans les news que tout le monde a vu. Mais en clair, le ban, il y a plusieurs choses à voir. Il y a un peu une approche un peu anti-chinoise, je pense, de certains gouvernements autour du monde qui est triste. Euh, et de l'autre côté, à mon avis, il y a un côté un peu guerre commerciale. C'est en mode, tu vois, moi j'ai mes boîtes, on a nos boîtes européennes, on a nos boîtes américaines. Et si on mange pas de cette boîte qui vient et qui Ouais. casse tout, bah, on va faire en sorte de lui rendre la vie dure. Et c'est comme ça, en fait. C'est une des réalités de ce monde, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours marché comme ça, tu vois. Et dans tes journées de travail, depuis un an que tu es là-bas, là, il y a eu ban un peu, là, il y a eu celui aux États-Unis récemment. Est-ce que ça change quelque chose, toi, dans ta vie de tous les jours au travail? Non, Ça change rien. non, que dalle. Parce C'est que moi, juste, il y a beaucoup de... J'ai beaucoup plus de meetings avec certaines équipes un peu légales, parce qu'il faut réassesser un peu la stratégie sur l'année, sur certaines choses qu'on fait, certaines choses qu'on veut mettre en place. Il y a des trucs qu'on va mettre un peu en pause, qu'on va attendre, etc. Mais d'ordre général, il y a toujours du boulot, tout va bien, tu vois. et toi, tu te vois bien rester maintenant là-bas, TikTok, Jusqu'à la nouvelle aventure. c'est la nouvelle aventure. De toute façon, moi, j'ai ma loyauté envers moi-même d'abord. J'ai de la gratitude pour toutes ces boîtes, mais je suis pas loyal envers ces boîtes. Ouais. Si on me trouve une autre opportunité dans une autre boîte qui paye mieux, qui a un meilleur job, ciao. Et tu te vois pas ouvrir ton propre truc plus tard? C'est pas un truc qui te... Enfin, toi, ce serait plus quoi, en fait? Si toi, tu devrais ouvrir, ce serait plus une boîte de marketing ou une boîte de tech? Ou une boîte de marketing dans la tech? Ouf, ça c'est la question à un million, ça. Je suis pas contre être entrepreneur. Je pense que je le ferais de manière un peu classique, c'est-à-dire que je pense qu'une fois, tu vois, si je commence à avoir une autorité dans ce monde, Mhm. je pense qu'à un moment donné, tu peux être en contact avec des gens qui peuvent t'aider à lever des fonds, faire un truc un peu carré, tu vois. Mais moi, mon idée pour l'instant, au court terme, je me vois pas forcément être entrepreneur dans le court terme, mais c'est pas une idée que j'enlève. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont quitté leur job corporate et qui ont lancé leur boîte. Tu vois, force à eux, j'essaie soit de mettre des billes dans leurs projets, Mhm. soit de leur donner de la force en achetant ce qu'ils font, etc. Mais moi, ce que je me verrais bien juste continuer mon chemin sur mon éducation financière, dans le sens où j'ai un salaire. Une partie de ce salaire, je l'investis dans les stocks, dans les cryptos, une autre partie dans l'immobilier, une autre partie dans d'autres aspects en termes d'investissement dans des boîtes privées. Euh, et pour faire rentrer plus de cash flow, là, je commence à réfléchir à voir comment je peux pas avoir un petit business sur le côté. Soit je rachète un business existant, ou soit j'ai un business à moi sur le côté pour pouvoir continuer à faire du cash, tu vois. Et si je vois que ce business-là, ça peut remplacer mon 9 to 5, comme on dit, je me casse, tu vois. Mais je vois ça de manière un peu philosophique, un peu de manière chill, tu vois. Je me mets pas la pression. Parce que pour l'instant, tu vois, tant que le niveau de vie continue d'augmenter et que je me sens à ma place, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que je l'ai quand même en tête, ce côté de... si j'avais à choisir, je pouvais ne pas travailler, j'arrêterais de travailler, tu vois. Mais ça, je le ferais plus en mode, j'ai un side business et je vois comment je peux grandir le truc pour pouvoir remplacer au lieu de tout lâcher et prendre un gros risque, tu vois. Et pourquoi pas commencer avec plus intrapreneur? C'est comme ça que ça se dit en français? Ouais. Intrapreneur, c'est un peu être entrepreneur dans l'entreprise, en fait, où t'es pas, c'est pas ton entreprise, c'est comme par exemple TikTok, c'est pas à toi, mais par contre, c'est quoi en français? C'est intrapreneur? Ouais, c'est entrepreneur. Ouais, c'est où tu es en fait ton propre, en fait, ton, Ouais, ton ouais. propre patron dans l'entreprise Hmm. et t'aides au développement de TikTok ou enfin de n'importe quelle autre Ouais. entreprise. Ça te dit pas ça? Non, Pour parce commencer? que, en fait, le meilleur scénario, mec, tu fais ta boîte, tu la pousses pendant 2 3 ans et un gros te rachète. Et tu fais ce qu'on appelle une exit de je sais pas combien de millions ou machin. Et c'est comme ça, en fait, que tu finis le jeu, mon pote. C'est en créant une boîte et te faisant racheter. Euh, les milieux un peu intrapreneurs dans les boîtes tech, moi, je vois ça un peu comme des escroqueries, dans le sens où tu vas créer un produit à l'intérieur de la boîte,
Eux, ils vont te garder ton salaire, mais en échange, tu vas être à 100% sur le projet. Mais tu sais, c'est à eux que ça appartient le projet. Donc en vrai, il n'y aura pas d'exit. Ah, Mais en même temps, c'est moins risqué aussi. Donc après, c'est à toi, avec ouais. ta tolérance au risque, comment tu peux euh, un peu mettre ça en place. Mais moi, je suis un peu contre l'intrapreneuriat. Parce que moi, mon taf au quotidien, je dois être intrapreneur, en fait. Tu vois, dans n'importe quel projet qu'on me donne, je dois coordonner ça avec des équipes externes, avec Hmm. des clients internes. Tu vois, avoir en sorte d'avoir un investissement qui fait que, voilà, on va mettre des gens sur ce projet pour pouvoir pousser X, Y, Z. Enfin, tous ces trucs-là, je le fais aujourd'hui, tu vois. Donc, entrepreneur, ça ne m'intéresserait pas. Ce serait d'être un vrai entrepreneur. Tu vois, tu t'associes avec des gens un peu solides dans ce que tu fais. Tu montes le business et tu vends ça, tu vois. C'est le plan, je pense. Ah, mais attends, toi, t'as fait plein de pays, non, différents? Ouais, mec, moi, le voyage, c'est le truc qui m'anime. Franchement, j'ai deux choses qui m'animent, c'est de mettre à l'abri la MIF et le voyager, mec. C'est les deux trucs qui m'animent. Et le voyage, mec, c'est le meilleur truc. Ouais, du coup, Japon, j'ai fait il y a 2 ans. Incroyable, mec. Ouais, C'est un voyage qui a changé ma vie. Mais là, en ce moment, je suis sur l'Afrique. Mec, ouais. l'Afrique, incroyable. T'as fait la Côte d'Ivoire, là, pendant la Je Coupe d'Afrique. fais... Putain, c'est 2024, j'ai fait Côte d'Ivoire. En Afrique, j'ai fait Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et Kenya. Très, très lourd. Kenya, c'est fort. Incroyable. Kenya, ça m'a traumatisé, mec. Ah, mec, on peut en parler, mais mec, le voyage, moi, j'inviterais, mais n'importe qui à voyager. Mais si vous pouvez voyager, les gars, voyagez. Ce truc-là, c'est le seul truc où tu dépenses de l'argent, mais t'en reviens, mais tellement enrichi. C'est L'ouverture cliché de dire d'esprit. ça, mais mec, c'est une dinguerie comment le Kenya, ça m'a changé. Une dinguerie comment la Côte d'Ivoire, ça m'a changé. Une dinguerie comment l'Afrique du Sud, ça m'a changé. Tous mes voyages là de 2024, j'ai fait, je crois, 9 pays, je crois. 8 ou 9 pays. Et incroyable. Incroyable. Les gens, la Ah culture. ouais. La culture, développement économique aussi, parce que nous, on a l'idée de l'Afrique Kirikou, gros bébé, bébé Ah, gros Côte d'Ivoire, c'est ventre fort, qui est hein. en PLS. Frérot, t'es dans des pays où je croise énormément d'Européens, énormément d'Américains. C'est eux qui sont en train de tout prendre. Là. Ils sont en train Ouais. de se positionner pour tout prendre. Oh, Parce que ouais. je te dis, moi, c'est en Afrique là que ça se passe, la vraie révolution. D'ailleurs, là, je pense que si c'est pas New York, pour moi, c'est l'Afrique. Kenya, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest. Ça, on peut en parler pendant longtemps, mais mec, là, je commence à vraiment m'intéresser sur le sujet de l'Afrique parce que moi-même, ça m'a pété des barrières parce que je me suis dit que c'était pas un pays développé. Mec, le pays est tellement développé et tellement, il y a tellement d'opportunités. Et le privilège qu'on a, nous, en étant né en France, qu'on puisse parler en Afrique de l'Ouest à la majorité des gens sans l'anglais, qu'en plus de ça, on a l'anglais maintenant. Et par rapport à notre parcours et notre cerveau, tu vois, on est un peu street smart aussi. Mec, en Afrique, c'est incroyable. La Côte d'Ivoire, là, c'est le prochain. Ils sont en train de faire des trucs de fou, carrément. J'ai rencontré cette personne, un Ivoirien. Il m'a proposé d'aller là-bas pour ouvrir avec lui un. Il est blindé, pour te dire, c'est abusé l'oseille qu'il a. Il m'a proposé pour ouvrir genre une sorte de resto-club. Ils ont une sorte de nouveau un peu Saint-Tropez qui sont en train de monter en Côte d'Ivoire. Et il est là-bas, il est positionné. Il veut commencer à ouvrir des resto-clubs, des trucs. Il voulait justement que j'aille là-bas et qu'on ouvre ensemble et tout. Ah, mec. C'est pour ça que je te dis en ce Réfléchis-y, mon moment, ami. ouais, Même si tu peux juste être actionnaire et que tu peux voir comment tu peux vivre entre les deux, mec. Si tu veux faire des sous, c'est l'Afrique, mec. ouais, c'est le prochain. Franchement, mais ça fait longtemps que j'y pense, hein. Ça fait longtemps que j'y pense. Moi, j'ai jamais vraiment. Enfin, ouais, le côté Kirikou un peu, ouais, forcément, on l'avait petit, mais moi, dans mon milieu, encore une fois, je suis au contact de l'humain. Moi, les Africains que je sers, en général, ils ont tous des blackguards, ils sont tous blindés, qu'ils en peuvent plus. Et ils en peuvent plus tellement, tellement ils ont de l'oseille. Et ce mec-là, justement, je disais, mais j'ai un pote qui est ivoirien, tu vois, je lui disais, je sais, il m'a dit, la Côte d'Ivoire, c'est pas genre des cases et tout, tu vois, genre il y a de l'argent. Ils sont en train de construire. C'est en développement. Ils sont pas encore. C'est pas encore le Nigeria. C'est pas encore. Mais ils sont en développement pour justement être un des pays au top de l'Afrique, tu vois. Franchement, moi, la Côte d'Ivoire, j'y ai été qu'une fois. Pendant la CAN en plus, donc c'était en mode, voilà, je Ah faisais la ouais. fête. Mais après, le truc, c'est que j'ai été avec un frérot ivoirien, tu vois. Cara d'ailleurs, gros shout out. Je me prétendrai pas comme quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire ou ces autres pays d'Afrique parce que j'y ai été en touriste avec des potes qui étaient locaux. Tous ces pays-là, je les ai fait dans un angle où voilà, j'ai eu des locaux, potes de potes, machin. Mais mec, c'est des pays incroyables, mec. C'est des pays en termes de développement.
que ce soit les routes, que ce soit même les infrastructures, côté financier, côté opportunité des entrepreneurs. Mec, il y a trop à faire là-bas. Trop à faire. Trop à faire. Ouais. Trop à faire. Et j'ai vu énormément de deuxième génération qui sont ramatriés, tu vois. Ils sont ramatriés en Afrique. La mère Afrique, mec. Des gens qui ont grandi dans le 95, à Paris, dans le 93 et partout en France, que j'ai croisé là-bas. Hein. Qui bossaient dans le retail, qui bossaient dans des petites tafs de bureau, qui étaient commerciaux. Ils sont allés en Afrique, mec, et là, ils pètent tout. C'est des gens qui sont dans les quartiers, les meilleurs quartiers. C'est des gens qui ont des chauffeurs. C'est des gens qui ont tout pété, alors qu'en France, ils étaient en PLS, tu vois. Mais tu sais qu'on a une chance, encore une fois, tu vois, c'est que nous, on arrive en Afrique. Si on arrive en Afrique, on ramène de la fraîcheur en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Pas parce qu'on est en France, on est né en France, hein. Attention, moi, je le sais que même être aux États-Unis, il y a des idiots partout. Il y a des idiots partout. Il y a des mecs qui ils sont pas des, c'est pas des idiots, je sais pas, c'est pas des idiots, mais c'est des gens, ils ont pas d'ambition, tout ça. Nous, on est ambitieux, et c'est dans les pays et les boîtes, comme tu es parti à TikTok, en développement accru, où nous, si on arrive à bien se placer, c'est comme mettre de l'oseille dans le Dogecoin en 2014. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est pour ça que j'y ai pensé. C'est pour ça que j'ai pensé à l'Afrique avant même le Japon. Mais le Japon, tu vois, c'est retour aux racines. Ouais. Peu importe ce qui marche pour toi, frère. Ouais. Mais Le Japon, ça fait peur. Ouais, le Japon, incroyable pays. Mec, tu vas surkiffer. Mec, le Japon, quelle claque, mec. Quelle claque culturelle. Je crois que c'est la 4e économie du monde. Mais c'est une économie interne énorme. Les mecs s'en foutent des États-Unis, entre guillemets. Tu vois, ils ont leur culture à eux qui mettent en avant. La culture western, elle n'est pas ultra mise en avant. Incroyable, mec, le pays. Il y a encore des opportunités. Mais après, t'es sur Mars quand t'arrives là-bas, mec. Tu dois tout réapprendre. Tu dois tout oublier, tout réapprendre. Mais c'est une autre culture. Ouais. Mais pour réussir là-bas, c'est très, 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 très dur. Mais la vie est belle aussi, tu vois. Ouais, ça dépend ce que tu fais, tu vois. Moi, encore une fois, je sais que la corporate, tu vois, je pense que là-bas au Japon, ça doit être très dur. Je pense que le côté corporate au Japon, il n'y a pas de blague. Je pense qu'ils sont pas là. Tu le vois, même, c'est connu dans leur culture. Je vais pas dire ma culture, parce que moi, je suis français, tu vois, je suis en latin. Même si c'est dans le sang. Mm. Mais leur culture, ouais, elle est solide. Elle est méga Oui, solide. mec. Mais encore une fois, moi, si je dois donner un conseil, et si j'avais su plus tôt, là, au lieu de faire mes voyages là, Barcelone, Londres, machin, j'aurais essayé d'aller, tu vois, un peu plus loin. Mais après, bon, voilà, c'est ces voyages qui m'ont donné l'envie de voyager encore plus loin. Ça a été un peu le tremplin. Mais si je devais refaire une chose dans ma vie, c'est pas un regret, hein, mais si je devais le refaire, ce serait de voyager plus tôt et à plus d'endroits. Le voyage incroyable. C'est le début, là. Ah, mais incroyable. On est au début de l'histoire, là, frérot. On est tout jeunes. On est des enfants. Frère, franchement, ceux qui écoutent ça, là, voyager, aller en Afrique. L'Afrique, c'est incroyable. Faut pas hésiter, les gars. Prenez un billet sans retour. Partez en Afrique. J'ai fait un podcast, justement, avec un gars, un Congolais. Tu vois. Il y a quand même des endroits à aller au Congo, tu vois. Mais bon, il y a des endroits où c'est un peu chaud en ce moment. Mais ouais, c'est chaud partout, frérot. Ouais. C'est chaud partout. En vrai, c'est chaud. Même là, c'est chaud Ah ici. oui. Même là, Mais là, moi, New York, je me suis mis une promesse à moi-même. Là, l'Afrique, c'est un pays par an. Un pays par an pour moi. C'est quoi le prochain? Je vais en faire 2. Je vais faire la Tanzanie et peut-être le Rwanda. Mais après, là, c'est chaud, là, ce qui se passe entre Rwanda et RDC. Surtout pour mes frérots congolais, tu vois. Parce que j'ai grandi. Mais d'ailleurs, shout out Lionel, mon gars. Mes meilleurs potes, j'ai grandi avec des Congolais, mon pote. C'est chaud. C'est chaud. Mais l'Afrique, faut quand même visiter. Bon, après, je dis ça aussi parce que je suis afro-descendant, tu vois. J'aurais dû commencer par là. Mes parents, ils viennent de Haïti. Et j'espère aussi aller en Haïti cette année. Bon, après, c'est une autre paire de manches, là, ce qui se passe en ce moment là-bas. Mais j'espère y aller cette année. Mais en tout cas, pour moi, le panafricanisme, l'émancipation financière, la richesse générationnelle, casser les generational curse, pour ceux qui connaissent, generational wealth, tous ces trucs-là, c'est des trucs où je suis à fond. Je vais être bref parce que là, ça fait un petit moment qu'on parle. J'ai pas envie de hijack ton temps là sur le podcast, mais
Mec, ça, c'est des sujets, c'est des sujets réels à avoir, ça. De toute façon, on va faire un épisode 2. Là, au moins, tu as fait l'épisode 1, tu vois comment c'est confortable, on est bien, on a les, On est on bien a, on ici, a les, hein. on a les petites chaises en bois dur en vrai. Ouais. Elles sont dures de ouf, mais ça va, elles sont confortables. Elles sont confortables. Mais en vrai, ouais, on va faire un épisode 2 parce qu'en vrai, là, va falloir lâcher l'antenne, tu connais. Mais merci en tout cas, Joss, d'être passé dans le studio, sur le podcast. Et on se voit pour l'épisode 2 s'il y a des gens qui sont intéressés. Let's do it. Merci encore Ouais. à toi, mon vieux. C'était encore un plaisir et ouais, grosse force. Je donne la force à votre podcast et je suis fier de ce que vous faites avec ton gars, quoi. Merci à toi. Continue. Si jamais l'épisode il vous a plu, petit like, petit commentaire, faut pas hésiter. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Et à la prochaine.